Je m'appelle Véronica, j'ai 32 ans, et j'étais l'architecte principal d'un projet logiciel à 9 chiffres appelé Chimera. Je dis « j'étais », car 2 semaines avant la réunion avec les investisseurs la plus importante de l'histoire de mon entreprise, la réunion qui déciderait de notre avenir, mon patron, Marcus, a retiré mon nom du projet, y a apposé le sien, et m'a dit que mon nouveau rôle était de lui apporter du café, et de m'assurer que les diapositives de sa présentation étaient dans le bon ordre. Il allait présenter l'œuvre de ma vie comme son propre chef-d'œuvre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais intégré un secret au cœur même du code, un protocole de vérité que seul moi pouvais activer. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Cela semble même étrange de dire les mots « l'œuvre de ma vie » à 32 ans, mais c'est ce qu'était Chimera. J'ai rejoint Innovatech il y a 6 ans, en tant qu'employé numéro 7. C'était le rêve classique de la start-up, fondée par un codeur brillant mais chaotique nommé David, qui avait une vision mais aucune discipline pour la concrétiser. Il m'a débauché d'un emploi stable mais ennuyeux chez un géant de la tech, et j'ai pris le risque parce que j'ai vu le génie dans son idée. L'entreprise n'était qu'une poignée d'entre nous dans un bureau exigu qui sentait toujours le café brûlé et l'ambition. Nous construisions une plateforme d'analyse de données révolutionnaire. David esquissait des concepts fous sur un tableau blanc, et c'est moi qui traduisais ces gribouillages géniaux en une architecture propre, évolutive et fonctionnelle. Pendant 5 ans, j'ai été le pilier. J'ai écrit les premières lignes de code, conçu la structure de la base de données principale et encadré chaque nouvel ingénieur qui passait la porte, y compris un jeune développeur aux yeux vifs nommé Liam qui nous a rejoints il y a quelques années. Notre culture était celle de la méritocratie pure. La meilleure idée l'emportait, peu importe de qui elle venait. Nous étions une équipe, une famille même, unis par les nuits tardives, les pizzas partagées et la conviction exaltante que nous étions en train de créer quelque chose qui allait changer notre industrie. Le projet Chimera était l'aboutissement de tous ces efforts, la version nouvelle génération de notre plateforme, et c'était mon bébé. J'avais conçu chaque module, chaque API, chaque pièce complexe de sa logique. C'était plus qu'un projet, c'était le reflet de mon âme professionnelle. Puis, il y a environ 1 an, David, notre fondateur et PDG, a décidé de prendre du recul. Il avait gagné son argent et voulait parcourir le monde. Il a été remplacé par un PDG, approuvé par le conseil d'administration, un dirigeant au style impeccable nommé M. Harris, qui parlait en jargon d'entreprise et se souciait plus de l'image que du code. Sa première embauche majeure fut un homme nommé Marcus Stern, notre nouveau vice-président des produits. Marcus est arrivé comme un personnage de film sur Wall Street, tout en costume coûteux, avec un sourire d'une blancheur aveuglante et un vocabulaire entièrement composé de mots à la mode comme synergie, optimisation et changement de paradigme. Lors de sa première réunion générale, il a parlé pendant 30 minutes sans dire une seule chose concrète. Je me souviens m'être tourné vers Liam et avoir chuchoté. Il n'a aucune idée de ce que nous faisons réellement, n'est-ce pas? Liam, éternel optimiste, a simplement haussé les épaules et m'a dit de lui laisser une chance. C'était ma première erreur. Il y avait des signes avant-coureurs, bien sûr, de petits signaux d'alarme qui flottaient à la périphérie de ma vision. Rétrospectivement, ils ressemblaient plus à des panneaux publicitaires géants et clignotants au néon que j'ai choisi d'ignorer par un sentiment déplacé de loyauté envers l'entreprise que j'avais aidé à bâtir. Le changement de culture fut d'abord progressif, un lent empoisonnement de l'atmosphère. La méritocratie que nous chérissions a commencé à s'éroder, remplacée par une culture de politique et de présentation. Il ne s'agissait plus de la qualité de votre travail, mais de la qualité de votre présentation PowerPoint. Ma première rencontre directe avec le style de management, si particulier de Marcus, a eu lieu environ 1 mois après son arrivée. Nous avions un bug persistant et agaçant dans l'un de nos anciens systèmes. C'était un problème de faible priorité, mais il dérangeait une poignée de nos clients de longue date. J'ai passé un week-end à fouiller dans du code ancien que personne n'avait touché depuis des années et j'ai trouvé la faille. C'était une correction simple, une seule ligne de code, mais elle nécessitait une compréhension approfondie de l'architecture du système, ne serait-ce que pour la localiser. Le lundi, j'ai appliqué le correctif et, dans l'email de résumé hebdomadaire, j'ai noté « Résolution du bug de mise en cache des données de l'ancien système ». Le lendemain, lors de la réunion de la direction, j'ai appris plus tard par mon ancien patron, qui était toujours dans le département d'ingénierie, que Marcus avait présenté une seule diapositive. On pouvait y lire « Optimisation proactive de l'infrastructure ». Résolution du bug persistant de mise en cache des données, améliorant la stabilité pour les clients clés de l'ancien système. Il avait pris mon travail discret du week-end
et l'avait transformée en une initiative stratégique qu'il avait personnellement supervisée. Mon ancien patron, un homme bon nommé Robert, l'a confronté à ce sujet en privé. La réponse de Marcus fut une masterclass en dérobade d'entreprise. Il a dit qu'il mettait en valeur le travail de l'équipe pour lui donner la visibilité qu'il méritait au niveau de la direction. Il a prétendu qu'il s'agissait de créer un récit de réussite. Robert m'a alors prévenu. Il a dit « Véronica, ce type n'est pas un bâtisseur, c'est un narrateur. Fais attention, il te volera ton histoire si tu le laisses faire. » J'aurais dû écouter plus attentivement. Quelques mois plus tard, Robert, fatigué de la nouvelle politique, a démissionné. Son départ a laissé un vide de pouvoir. Et Marcus, avec sa langue bien pendue et sa relation étroite avec le nouveau PDG, fut plus qu'heureux de le combler, étendant son influence sur les équipes d'ingénierie. Il a commencé à organiser des sessions d'idéation pour le projet Chimera. J'assistais à ces réunions, en tant qu'architecte réel du système, et j'écoutais Marcus utiliser mes propres documents de feuilles de route pour expliquer sa vision aux autres chefs de département. C'était un parasite brillant. Il absorbait mes notes techniques, apprenait les phrases clés, puis les régurgitait dans un ordre légèrement différent, orné de son jargon d'entreprise. Il n'a jamais eu une seule idée originale. Pas une seule. Toute sa contribution consistait à renommer des fonctionnalités que j'avais déjà conçues. Mon module d'ingestion de données dynamiques est devenu son pipeline d'afflux synergique. C'était exaspérant, comme de regarder quelqu'un mettre une nouvelle couverture LED sur un livre que vous aviez écrit, puis prétendre en être l'auteur. J'ai essayé de le corriger une fois en réunion. Il avait complètement mal compris un concept fondamental de notre protocole de chiffrement et l'expliquait incorrectement à l'équipe marketing. J'ai poliment interjeté. En fait, Marcus, la rotation des clés fonctionne un peu différemment. Elle est basée sur un algorithme polymorphe pour empêcher... Il m'a coupé avec un sourire condescendant. « Véronica, merci », a-t-il dit, la voix dégoulinante de mépris. « Nous apprécions votre expertise technique, mais essayons de garder une vue d'ensemble pour les non-ingénieurs dans la salle. Nous ne voulons pas nous perdre dans les détails techniques. » Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai senti mon visage rougir d'un mélange de colère et d'humiliation. Non seulement il avait rejeté mon expertise, mais il l'avait présentée comme une lacune sociale, comme si avoir raison était en quelque sorte impoli. Liam, qui était dans la réunion pour prendre des notes, m'a regardé avec de grands yeux compatissants. Après la réunion, il m'a rattrapé à mon bureau. « C'était incroyable », a-t-il marmonné en secouant la tête. Il n'avait aucune idée de ce dont il parlait, et il t'a fait passer pour celle qui complique les choses. J'ai simplement hoché la tête, fixant les lignes de code sur mon écran, le code même que Marcus venait de déformer avec tant d'assurance. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas seulement affaire à un manager ambitieux. J'avais affaire à un sociopathe d'entreprise, quelqu'un qui brûlerait tout ce que j'avais construit juste pour se réchauffer les mains près du feu. L'injustice n'était plus une série de petites coupures de papier, elle devenait une plaie béante. Et je savais, avec un pressentiment horrible, que le pire était à venir. La véritable attaque contre mon travail. Le moment où la lente érosion s'est transformée en un véritable glissement de terrain, s'est produite environ 6 mois avant la grande présentation aux investisseurs. Nous étions sur le point d'atteindre une étape majeure pour le projet Chimera, l'intégration d'un moteur d'analyse prédictive. Ce n'était pas juste une autre fonctionnalité. C'était l'innovation centrale, l'ingrédient secret qui nous placerait à des années-lumière de nos concurrents. J'avais passé près d'1 an à le concevoir, travaillant avec une petite équipe dévouée, dont Liam pour le construire à partir de zéro. C'était complexe, élégant, et ça fonctionnait à la perfection. Nous nous préparions pour une démo interne à l'échelle de l'entreprise. J'avais passé des semaines à peaufiner la présentation, à construire le script de la démo et à me préparer à présenter l'aboutissement d'une année d'efforts intenses. 48 heures avant la démo, j'ai reçu un email de Marcus. L'objet était simplement « Démo Chimera ». Le corps de l'email était court et glaçant. « Véronica, merci pour tout ton travail acharné pour préparer le moteur prédictif. Pour garantir que nous ayons un message unifié et centré sur le produit, je dirigerai la présentation mercredi. S'il te plaît, envoie-moi tes diapositives et un script détaillé, étape par étape, de la démo. Nous devons présenter un front unique et fort. Merci pour ton soutien. » J'ai fixé l'email pendant 10 bonnes minutes, le cœur battant dans ma poitrine. Il n'essayait même plus de le cacher. Il ne s'agissait plus de s'attribuer la correction d'un petit bug. C'était un vol effronté, en plein jour, de ma plus grande réussite professionnelle. J'ai fait irruption dans son bureau, mon ordinateur portable à la main avec l'email ouvert. Il était adossé à sa chaise, les pieds sur son bureau, sirotant un expresso. Il a levé les yeux vers moi, non pas avec surprise, mais avec un air de légère contrariété, comme si j'étais une interruption. « Marcus, qu'est-ce que c'est que ça ?»
ai-je demandé, la voix légèrement tremblante. Je suis l'architecte principal. J'ai construit ce moteur. C'est moi qui devrais le présenter. Il a pris une lente gorgée de son café avant de répondre, les yeux froids et dédaigneux. Véronica, a-t-il dit, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. La présentation, c'est tout. Tu es un esprit technique brillant, personne ne le conteste. Mais il s'agit de raconter une histoire. Il s'agit de vendre la vision au reste de l'entreprise et finalement à nos investisseurs. C'est mon expertise. Ton rôle est de construire le moteur, mon rôle est de conduire la voiture. Nous avons tous notre rôle à jouer. L'audace pure de sa métaphore m'a laissé sans voix. Il réduisait mon rôle d'architecte, de conceptrice, de créatrice, à celui d'une mécanicienne, tandis que lui, qui ne pouvait même pas expliquer comment le moteur fonctionnait, était le pilote vedette. J'ai senti une vague de colère blanche m'envahir. La voiture n'existerait pas sans moi, Marcus. Tu n'as aucune idée de comment elle fonctionne. Tu vas la planter. Il a carrément gloussé, un son sec et sans humour. C'est pour ça que j'ai besoin de ton script d'Aillé, pensé comme un GPS. Donne-moi juste les instructions virage par virage, et je m'occuperai du reste. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un appel avec le PDG. Il s'est retourné vers son ordinateur, un renvoi clair. Je suis restée là, figée dans l'embrasure de son bureau aux parois de verre, me sentant totalement impuissante. J'avais été déjouée, non pas par un meilleur ingénieur ou un stratège plus intelligent, mais par un politicien plus impitoyable. Je suis retournée à mon bureau, hébétée. Liam a vu mon visage et a tout de suite su. « Il le fait, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé doucement. Il se l'approprie. J'ai simplement hoché la tête, incapable de parler. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé le docteur Harris Thorne. Le docteur Thorne n'était pas seulement membre du conseil d'administration. Elle était une légende. Professeure de sciences informatiques à la retraite d'une université de premier plan, elle avait été l'une des premières investisseuses providentielles d'Innovatech et m'avait personnellement recrutée dans l'entreprise. Elle était le mentor de David et, à bien des égards, le mien aussi. Elle représentait l'âme de l'entreprise que nous avions été, à des années-lumière de la machine d'entreprise lisse qu'elle devenait sous M. Harris et Marcus. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, mais dans mon désespoir, j'ai composé son numéro. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix toujours aussi nette et précise. « Véronica, quelle agréable surprise. À quoi dois-je cet honneur ?» J'ai déversé toute l'histoire, le crédit volé, les remarques condescendantes, le vol flagrant de la démo du moteur prédictif. Ma voix s'est brisée sous le coup de la frustration et d'un sentiment de trahison presque physique. Je lui ai dit que je songeais à démissionner. Je ne supportais pas de voir cet homme démanteler mon travail et le parader comme le sien. J'attendais de la sympathie, être une offre de parler au PDG en mon nom. Au lieu de cela, elle est restée silencieuse un long moment quand j'ai fini. Puis elle a dit quelque chose qui a changé tout le cours de ma pensée. « Véronica, a-t-elle commencé, son ton ferme et pas méchant. Démissionner est ce qu'il veut que tu fasses. Si tu pars, tu lui offres une victoire complète. Il obtient le projet, le crédit et ton absence à blâmer pour tout échec futur. Ne lui donne pas cette satisfaction. » J'ai été surprise. Alors que dois-je faire ? Rester les bras croisés et le regarder réduire en cendres tout ce que j'ai construit ? Non, a-t-elle dit sèchement. Tu ne restes pas les bras croisés. Tu documentes. Tu deviens l'archiviste la plus méticuleuse et la plus irréprochable de ton propre travail. Tu as joué aux échecs comme une ingénieure, en te concentrant sur la logique et la vérité. Marcus joue comme un politicien, en se concentrant sur la perception et le récit. Tu dois apprendre son jeu, non pas pour devenir comme lui, mais pour le battre avec tes propres armes, les faits et les preuves. L'intégrité est une stratégie à long terme, Véronica, mais elle nécessite des preuves. Elle a ensuite exposé un plan. Je devais me conformer à la demande de Marcus. Je devais lui donner les diapositives et le script. Mais je devais le faire par email, créant une trace écrite claire. Chaque demande qu'il faisait, chaque question qu'il posait, chaque appel paniqué que je recevais de lui en pleine nuit quand il ne comprenait pas quelque chose, je devais y donner suite avec un email de résumé. Marcus, suite à notre conversation, voici l'explication de la dépendance du pipeline de données que tu demandais. Marcus, comme demandé, j'ai joint le code révisé pour corriger le problème survenu suite à ta suggestion de modification de l'interface utilisateur. Je devais créer une forteresse numérique de preuves, brique par brique méticuleuse. Il est arrogant et paresseux, a conclu le docteur Thorne. Ce sont des failles puissantes. Il te sous-estimera et il fera des erreurs. Ton travail est d'être là, silencieusement, enregistrant chacune d'entre elles. Le moment de la confrontation viendra, mais ce n'est pas maintenant.
C'est le moment de la préparation. J'ai raccroché le téléphone en sentant un profond changement en moi. Le désespoir était toujours là, mais il était maintenant recouvert d'un sentiment de mission froid et lucide. La juste colère avait été canalisée. Je n'étais plus une victime. J'étais un agent en attente. Le lendemain matin, j'ai envoyé à Marcus un email poli et professionnel avec tous mes matériaux de présentation en pièces jointes. Marcus, comme demandé, voici les diapositives et le script de démo détaillé pour la présentation du moteur prédictif de Chimera. N'hésite pas à me faire savoir si tu as besoin de clarifications supplémentaires. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Mi. Cette seule abréviation dédaigneuse a alimenté ma résolution plus que 1000 insultes n'auraient pu le faire. La partie était engagée. La démo interne fut un désastre, exactement comme je l'avais prédit, mais d'une manière que seul moi et quelques autres ingénieurs pouvions vraiment apprécier. Pour le reste de l'entreprise, Marcus était une star. Il se tenait sur la scène de l'auditorium, utilisant mes diapositives, mon script, mes mots, et les livrait avec une confiance impeccable qui était indéniablement impressionnante. C'était un artiste, et le public, principalement du personnel non technique des ventes, du marketing et des RH, a tout gobé. Il voyait un leader fort et décidé. Je voyais une marionnette prononçant des mots qu'elle ne comprenait pas. Le désastre résidait dans les détails. Pendant la partie de la démo en direct, il a failli faire planter le système 2 fois. Il a cliqué sur le mauvais module, et l'écran s'est rempli de journaux d'erreurs. Il a pâli une seconde avant de se reprendre, faisant une blague sur les capacités robustes de gestion des erreurs du système, une fonctionnalité que j'avais conçue. J'ai dû envoyer un texto à Liam, qui était assis au premier rang avec un ordinateur portable, pour qu'il lance subtilement une commande de réinitialisation via une porte dérobée que j'avais construite pour le débogage. Marcus ne savait même pas ce qui se passait. Il a juste vu l'écran revenir comme par magie à la normale et a continué comme si de rien n'était. Après la présentation, il était entouré de gens qui le félicitaient. Monsieur Harris, le PDG, lui a tapé sur l'épaule et a déclaré « C'est le genre de leadership audacieux en matière de produits dont nous avons besoin ». Marcus savourait tout cela, tel un roi tenant sa cour. Il n'a même pas jeté un regard dans ma direction. L'expérience fut profondément démoralisante, but je me suis accrochée aux mots du Dr Thorne. Documente tout. Cette nuit-là, j'ai écrit une entrée détaillée dans mon journal privé. J'ai noté les 2 quasi-plantages, les commandes exactes que Liam a dû exécuter pour sauver la démo et l'horodatage de mon texto. J'ai sauvegardé une copie des journaux du serveur qui montrait les pics d'erreur et la réinitialisation à distance qui a suivi. J'avais l'impression de constituer un dossier pour un procès qui n'aurait être jamais lieu, mais c'était la seule chose qui me permettait de garder la raison. Dans les mois qui ont suivi, le pouvoir de Marcus a grandi, tout comme son arrogance. Il était désormais le visage incontesté du projet Chimera. Toutes les communications à son sujet passaient par lui. Il est devenu de fait mon patron, même si mon titre officiel était toujours architecte principal. Mon nouveau rôle non officiel était le cerveau technique de Marcus. Il m'appelait à toute heure, avec des idées à moitié, formées qui étaient techniquement impossibles ou qui nécessiteraient des mois de travail à mettre en œuvre. « Véronica », disait-il, plein d'un enthousiasme immérité, « j'ai eu une idée sous la douche. Et si on pouvait rendre toute l'interface bleue? Je pense que le bleu est une couleur plus digne de confiance. Faisons en sorte que ce soit fait d'ici vendredi. » Je devais alors passer 1 heure à expliquer patiemment que changer toute la palette de couleurs de l'interface n'était pas comme changer une police dans un document Word et nécessiterait une refonte importante de la bibliothèque CSS. Après chacune de ces conversations absurdes, j'envoyais un email de suivi méticuleusement rédigé. Marcus, pour résumer notre discussion, ta demande de changer l'interface utilisateur en bleu d'ici vendredi n'est pas réalisable pour les raisons X, Y et Z. Comme je l'ai expliqué, cela impacterait notre sprint de développement pour le nouveau module de sécurité. Peux-tu confirmer si tu souhaites prioriser la sécurité en faveur de ce changement cosmétique? Il répondait toujours par un court « En attente pour l'instant. On y reviendra ». Chaque email était une brique de plus dans ma forteresse. Liam est devenu mon allié le plus crucial pendant cette période. Il était mes yeux et mes oreilles dans les réunions auxquelles je n'étais plus invitée. Il me racontait comment Marcus promettait à l'équipe des ventes des fonctionnalités qui n'existaient pas, s'engageant sur des délais qui étaient de la pure fantaisie. Marcus vendait une fiction, et il comptait sur moi pour faire des miracles en coulisses afin de transformer ses mensonges en réalité. La pression était immense. Je travaillais 14 heures par jour, non pas à construire l'avenir, mais à colmater le présent, à nettoyer les dégâts que Marcus causait. J'étais prise dans un terrible paradoxe. Je devais maintenir le projet à flot car c'était ma création, mais chaque succès que j'orchestrais était une nouvelle plume au chapeau de Marcus.
Il réussissait en échouant, porté par mon travail silencieux et non crédité. Le véritable objectif était maintenant à l'horizon, le tour de financement de série C. C'était le gros lot, celui qui valoriserait l'entreprise à des centaines de millions. Et tout le discours aux investisseurs, mené par la société de capital risque notoirement pointue et experte en technologie Sterling Cain, reposait sur une démonstration parfaite et approfondie du projet Chimera. C'était le Super Bowl, et Marcus s'était attribué le rôle du quarterback vedette. Et il avait décidé, dans son infinie sagesse, que je n'étais même pas apte à faire partie de l'équipe. L'email officiel est arrivé 3 semaines avant la présentation aux investisseurs. Il venait des RH, une notification formelle que mon rôle était redéfini pour mieux s'aligner sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Mon nouveau titre était « Ingénieur principal, projets spéciaux ». C'était un titre vide de sens pour un rôle inexistant. L'email précisait que je relèverais d'un autre département, avec effet immédiat, et que toutes mes responsabilités liées au projet Chimera étaient transférées. C'était une exécution d'entreprise, menée avec une efficacité glaçante et impersonnelle. J'étais complètement et totalement mise à l'écart du projet auquel j'avais consacré ma vie pendant les 6 dernières années. La raison est devenue claire 1 heure plus tard lorsque Marcus m'a convoqué dans son bureau. Il a eu l'audace de paraître compatissant. « Véronica, je sais que c'est difficile », a-t-il commencé, joignant ses doigts en clocher. Mais le conseil d'administration et moi-même estimons qu'avec la réunion des investisseurs qui approche, nous avons besoin d'une ligne de commandement unique et claire sur Chimera. Cette réorganisation simplifie les choses. Elle place le produit, et par extension moi-même, aux commandes. Vos compétences techniques sont, bien sûr, inestimables. Et j'aurai encore besoin que vous soyez disponible pour soutenir ma préparation pour la réunion avec Sterling Cain. Nous devons nous assurer que la démo est béton. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il ne s'était pas contenté de voler mon projet. Il m'avait officiellement rétrogradé et m'ordonnait maintenant de l'aider à accomplir l'acte final de son grand vol. J'aurais dû ressentir de la rage, mais tout ce que je ressentais était un étrange calme vide. C'était le calme de voir le dernier coup de l'ennemi, de comprendre toute l'étendue de sa traîtrise. C'était le moment pour lequel le Dr Thorne m'avait dit de me préparer. Je l'ai regardé, mon visage un masque de neutralité professionnelle, soigneusement construit. « Je comprends », ai-je dit, ma voix égale. « Quel genre de soutien exigerez-vous » Il était visiblement soulagé. Il s'attendait à une dispute, des larmes, une explosion de colère. Ma docilité l'a rendu complaisant. « Excellent, content que vous soyez à bord », a-t-il dit en s'adossant à sa chaise. « J'aurai besoin d'un briefing technique complet, bien sûr. Une analyse approfondie. Je veux connaître chaque écrou et chaque boulon, et j'aurai besoin que vous soyez responsable de l'environnement de la démo, pour vous assurer qu'il est stable. En gros, j'ai besoin que vous soyez mon ombre technique pendant les 3 prochaines semaines. » C'était parfait. Il me donnait le contrôle complet du système, même qu'il comptait utiliser pour me trahir. Il était tellement aveuglé par sa propre arrogance, si confiant dans ses manœuvres politiques, qu'il ne voyait pas l'erreur tactique flagrante qu'il commettait. Il rendait les clés du royaume à la reine déchue. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans un état d'activité intense et concentré. Le jour, j'étais le modèle de la subordonnée dévouée. Je passais des heures avec Marcus, lui expliquant patiemment les subtilités du système. Son ignorance était à couper le souffle. Il avait une compréhension superficielle glanée de mes anciennes présentations, mais quand il s'agissait des décisions architecturales profondes, du pourquoi derrière le quoi, il était complètement perdu. Il hochait la tête et disait « D'accord, c'est logique », mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il n'assimilait rien. Il ne faisait que mémoriser des phrases. Après chaque session, je retournais à mon bureau et lui envoyais un email de résumé. « Marcus, comme discuté, voici la ventilation détaillée de notre algorithme de traitement multithread et son impact sur la latence des requêtes. » Chaque email était un enregistrement horodaté de ma connaissance et de son ignorance. La nuit, je travaillais sur mon vrai projet. Ce n'était pas un virus malveillant ou un acte de sabotage. Ce n'était pas mon style, c'était quelque chose de bien plus élégant. C'était un outil de vérité pure et sans phare. L'idée du protocole de vérité m'est venue tard un soir, alimentée par de la pizza froide et une juste indignation. Ce devait être une fonctionnalité cachée au sein même du projet Chimera, une sorte de journal de développeur intégré au code source. En utilisant une combinaison de l'historique de contrôle de version Git, de nos tickets de gestion de projet interne et des archives d'email, j'ai commencé à construire un registre non modifiable et chronologiquement exact de toute l'histoire du projet. C'était un dossier archéologique numérique. Il montrerait qui a écrit la première ligne de code pour un module donné, qui a conçu le schéma de la base de données, qui a rédigé les documents d'architecture clés et qui a clôturé les tickets de correction de bugs critiques. Chaque contribution majeure était liée à un nom et à un horodatage.
C'était magnifique dans sa simplicité et dévastateur dans ses implications. Le coup de maître était la manière d'y accéder. Je ne pouvais pas créer un bouton évident disant « Cliquez ici pour démasquer Marcus ». J'avais besoin d'une clé, d'un déclencheur que seul moi connaîtrais et sur lequel il ne tomberait jamais. J'ai créé un argument de ligne de commande spécifique et obscur qui pouvait être entré pendant la démo en direct. La commande était une chaîne de caractères qui semblait aléatoire, mais qui était en fait une version cryptée de l'anniversaire de ma mère et de la date à laquelle j'avais commencé chez Innovatech. C'était personnel, mémorable pour moi, et totalement insignifiant pour quiconque d'autre. L'activer ne ferait pas planter la démo, ni n'afficherait un message accusateur. Au lieu de cela, il rendrait une nouvelle interface propre superposée à l'écran, intitulée « Projet Chimera, registre des contributions, auteur ». Cela ressemblerait à un outil de diagnostic professionnel et intégré, ce qui, d'une certaine manière, c'était le cas, un outil pour diagnostiquer un menteur. Liam, mon fidèle allié, a été essentiel dans cette phase. Il m'a aidé à le tester sur le serveur de pré-production, s'assurant qu'il était complètement invisible et ne laissait aucune trace dans les journaux systèmes standards. Il était nerveux mais excité. « C'est comme dans un film », a-t-il chuchoté un soir alors que nous regardions le registre se remplir parfaitement sur l'écran de test. « Tu es sûre de toi, Véronica ?»« J'en suis sûre, ai-je dit, les yeux fixés sur l'écran où mon nom apparaissait à côté de presque chaque étape importante du projet. Il ne se contente pas de s'attribuer le mérite, Liam. Il m'efface. Il essaie de réécrire l'histoire. La seule façon de combattre ça, c'est avec la vérité, dans sa forme la plus brute. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place juste une semaine avant la réunion des investisseurs. Liam est venu à mon bureau, le visage pâle. Il sortait d'une réunion en tête avec Marcus, une dernière session de préparation pour la démo. « Tu ne vas pas le croire », a-t-il dit à voix basse. Il est terrifié par la session de questions-réponses. Il sait qu'il ne peut répondre à aucune vraie question technique. Alors il m'a fait lui construire un bouton de panique. Mon sang s'est glacé. Un bouton de panique ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un raccourci clavier caché, a expliqué Liam. S'il reçoit une question à laquelle il ne peut pas répondre, il l'active, et cela fera intentionnellement planter le serveur de la démo. Il a tout un script préparé. Il s'excusera profusément, accusera un bug de serveur bizarre ou un problème de connectivité réseau, et promettra de recontacter les investisseurs plus tard. C'est sa porte de sortie. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise et un lent sourire s'est étalé sur mon visage. C'était l'erreur finale et fatale d'un homme arrogant. Sa lâcheté m'avait offert la mise en scène parfaite. Son plan de feindre une défaillance technique serait la toile de fond idéale pour ma démonstration de vérité technique. Le piège était maintenant entièrement tendu. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre que la souris prenne le fromage. Le jour de la présentation était tendu. L'air dans la salle de conférence principale crépitait d'un mélange de pression à fort enjeu et de calme d'entreprise fin. La salle était étincelante, tout en acajou poli et avec des baies vitrées donnant sur la ville. À la tête de la table siégeait la délégation de Sterling Kane, dirigée par l'homme lui-même. Sterling. Il avait la fin de la cinquantaine, des yeux gris perçants et la réputation de pouvoir sentir le mauvais code à 1 kilomètre. Il n'était pas seulement un homme d'argent. Il avait un doctorat en sciences informatiques et avait fondé 2 entreprises technologiques prospères lui-même avant de devenir capital risqueur. Il était exactement le genre d'investisseur que Marcus aurait dû craindre, mais Marcus était trop consumé par son propre récit pour voir le danger. Également dans la salle, assise tranquillement près du fond, se trouvait le docteur Harris Thorne. Elle était là en sa qualité de membre du conseil d'administration. Elle a croisé mon regard alors que je prenais place le long du mur avec les autres membres du personnel subalterne. Je n'étais même pas à la table principale. Mon rôle, tel que défini par Marcus, était d'être en attente pour tout support technique. Le docteur Thorne m'a fait un signe de tête subtil, presque imperceptible. C'était tout l'encouragement dont j'avais besoin. Marcus a commencé sa présentation. Je devais admettre qu'il était bon. C'était un maître vendeur. Il a peint une vision grandiose et ambitieuse de l'avenir, utilisant mon travail comme peinture et mes innovations comme toile. Il a parcouru avec aisance les diapositives que j'avais créées, sa voix confiante et résonnante. Il a parlé des efforts inlassables de son équipe, de sa vision pour le produit. Il a utilisé le mot « je » plus de fois que je ne pouvais compter. J'ai observé le visage de M. Sterling. C'était un masque d'intérêt poli, mais ses yeux étaient vifs, analytiques. Il n'achetait pas la performance, il évaluait le produit. Puis est venue la démo en direct. Marcus s'est approché du podium, un petit sourire aux lèvres. Il a commencé le script de la démo que j'avais écrit pour lui,
passant en revue les fonctionnalités de base. Il était un peu tremblant, ses mouvements sur le clavier légèrement trop délibérés, comme quelqu'un essayant de se souvenir d'une routine de danse. Il a réussi à naviguer les premières parties, les choses faciles. Puis, M. Sterling a levé la main, l'arrêtant en pleine phrase. « Thorne », a-t-il dit, sa voix tranchant dans la pièce. « Tout cela est très impressionnant en surface, mais je m'intéresse au moteur central. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre protocole de sérialisation des données? Comment gérez-vous le mappage objet relationnel pour éviter la latence avec de grands ensembles de données non structurées? Nous avons vu des plateformes similaires échouer à grande échelle à cause de ce goulot d'étranglement spécifique. » Le silence est fait dans la salle. C'était une question profondément technique. Un missile précis et mortel, visant droit au cœur de l'ignorance de Marcus. Ce n'était pas une question à laquelle on pouvait répondre avec des mots à la mode. Soit on connaissait la réponse, soit on ne la connaissait pas. J'ai regardé Marcus. Une perle de sueur a coulé sur sa tempe. Son sourire confiant a vacillé une fraction de seconde. J'ai vu ses doigts se crisper près du clavier, près de l'endroit où Liam m'avait dit que se trouvait le raccourci de l'interrupteur d'urgence. Il se préparait à appuyer sur le bouton de panique. Il a ouvert la bouche et a commencé à divaguer. « Eh bien, Monsieur Sterling, c'est une excellente question. Notre approche de la sérialisation est multifacette et synergique, se concentrant sur une vision holistique. Il gagnait du temps, enfilant des mots vides de sens, alors qu'il se préparait à faire planter le système et à s'enfuir. C'était mon moment. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas crié. J'ai simplement sorti mon téléphone et envoyé un seul message texte prêt, écrit au docteur Harry Thorne. Il ne contenait que 2 mots. Le registre. Son téléphone, posé sur la table devant elle, s'est allumé. Un instant plus tard, juste au moment où Marcus était sur le point d'appuyer sur son interrupteur d'urgence, la voix du docteur Thorne, calme et autoritaire, a empli la salle de conférence. « Marcus, c'est un point fascinant sur l'approche multifacette », a dit le docteur Thorne, sa voix coupant net son jargon insensé. Toute la salle s'est tournée pour la regarder. Sterling a baissé la main, son regard passant de Marcus à elle, son expression pleine d'un vif intérêt. Marcus s'est figé, la main planant au-dessus du clavier, un regard de panique pure traversant brièvement ses yeux avant d'être remplacé par de la confusion. En fait, a poursuivi le docteur Thorne, ses yeux se fixant sur ceux de Marcus, je crois que la réponse à la question de M. Sterling se trouve dans l'architecture même du système. Nous devrions pouvoir le voir dans l'historique de développement. Le projet a un journal des contributions, n'est-ce pas? Une façon de voir les auteurs des modules clés? Le visage de Marcus, qui était rouge de l'effort de sa performance, a commencé à pâlir. Il ressemblait à un animal acculé. Il n'avait aucune idée de quoi elle parlait. Il a balbutié. Un journal des contributions? Je ne suis pas sûre que ce soit une fonctionnalité destinée à l'utilisateur. C'est plutôt un diagnostic interne. Oh, mais je suis sûre que nous pouvons y accéder, a dit le docteur Thorne avec aisance. Son regard se déplaçant alors de Marcus pour balayer la pièce jusqu'à atterrir directement sur moi, là où j'étais assise contre le mur. « Véronica », a-t-elle dit, sa voix résonnant avec clarté dans la salle silencieuse. « Vous avez été l'architecte principal de ce projet pendant plus de 5 ans. Je suis certaine que vous savez comment accéder au registre de développement. Peut-être pourriez-vous venir le montrer à M. Sterling? Je crois qu'il y a un argument de ligne de commande spécifique pour cela, n'est-ce pas? » C'était une manœuvre parfaitement exécutée. Elle ne l'avait accusé de rien. Elle avait simplement posé une question, puis s'en était remise à l'experte dans la salle. Toutes les têtes dans la salle de conférence se sont tournées vers moi. Le PDG, M. Harris, avait l'air complètement déconcerté. Le visage de Marcus était passé de pâle à une nuance cadavérique de gris. Il était piégé. S'il disait que le registre n'existait pas, il aurait l'air incompétent. S'il admettait son existence mais ne pouvait y accéder, il aurait l'air encore pire. Son monde si soigneusement construit s'effondrait autour de lui au ralenti. J'ai pris une profonde inspiration, me suis levée et me suis dirigée vers le podium. Je n'ai pas regardé Marcus, mais je pouvais sentir son regard terrifié sur moi. Je sentais une douzaine de paires d'yeux dans mon dos. Le seul visage que j'ai regardé était celui de M. Sterling. Il me regardait avec une intensité qui montrait clairement qu'il comprenait exactement ce qui se passait. Il y avait une lueur de quelque chose dans ses yeux, pas seulement de la curiosité, mais du respect. J'ai atteint le podium et mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Je pouvais voir leur léger tremblement, le seul signe extérieur de l'adrénaline qui parcourait mes veines. Je me suis penchée vers le microphone et j'ai parlé, ma voix stable et claire. Oui, Dr. Thorne, il y a un registre des auteurs. C'est un outil de diagnostic intégré pour suivre les étapes de développement et garantir l'intégrité du code. Puis, avec une confiance tranquille que je ne savais pas posséder, j'ai tapé la commande.
C'était l'anniversaire de ma mère et ma date d'embauche dans l'entreprise, une chaîne de caractères qui sonnait le glas Marcus Thorne. J'ai appuyé sur Entrée. Pendant une fraction de seconde, rien ne s'est passé. Puis, l'interface léchée et marquée de la démo a vacillé et a été remplacée par un écran propre, sobre, en noir et blanc. En haut, en lettres simples et grasses, il y avait les mots. Projet Chimera, registre des contributions, auteur. L'écran était rempli d'une liste chronologique de chaque composant majeur, chaque module, chaque fonctionnalité critique du système que nous étions là pour présenter. Et à côté de chacun, dans une colonne intitulée « Architecte, développeur principal », il y avait un nom, mon nom. Architecture de la base de données principale, Veronica Hayes. Moteur d'analyse prédictive 20, Veronica Hayes. Implémentation de la passerelle API, Veronica Hayes. Processeur de requête multithread, Veronica Hayes. La liste continuait, encore et encore, un testament numérique de 6 années de ma vie. J'ai fait défiler la page, ma main stable sur la souris. Finalement, près du bas, sous une section intitulée « Contribution mineure », il y avait un autre nom. Marcus Thorne. Et à côté de son nom, seulement 2 entrées, palette de couleurs révisée pour les diapositives de la présentation du 3, et à demander un nouveau titre pour la fiche marketing. Le silence dans la pièce était absolu. Il était si quiet que je pouvais entendre le faible bourdonnement du rack de serveur dans le coin. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement laissé l'écran parler pour moi. La preuve était flagrante, irréfutable, et affichée en résolution de 3 mètres de haut pour que tout le monde puisse la voir. Sterling, le puissant investisseur, s'est lentement penché en avant, ses yeux parcourant le registre à l'écran. Il a ensuite regardé Marcus, qui se tenait figé, le visage complètement vidé de sa couleur. Finalement, le regard de M. Sterling s'est posé sur moi. Un lent sourire entendu s'est dessiné sur ses lèvres. C'était le sourire d'un homme qui avait non seulement trouvé la réponse à sa question technique, mais qui avait aussi été témoin de l'acte de justice d'entreprise le plus élégant et le plus brutal qu'il ait jamais vu. Le château de cartes ne s'était pas seulement effondré, il avait volé en éclats. Les suites immédiates furent un tourbillon de chaos d'entreprise maîtrisé. Harris, le PDG, a rapidement balbutié quelque chose à propos d'un profond malentendu et a demandé une brève suspension de séance. Lui et quelques autres cadres ont pratiquement expulsé un Marcus Thorne catatonique de la salle de réunion. La porte s'est refermée derrière eux, laissant un silence stupéfait dans son sillage. Les investisseurs restants de Sterling Kane murmuraient entre eux, pointant du doigt le registre toujours affiché sur l'écran massif. M. Sterling lui-même n'avait pas bougé. Il était simplement assis là, regardant de l'écran à moi, ce petit sourire appréciateur toujours sur son visage. Le docteur Thorne s'est approché de moi et a posé une main douce sur mon épaule. « Bien joué, Véronica » a-t-elle chuchoté. « L'intégrité, avec des preuves. » Après quelques instants, Sterling s'est levé et s'est dirigé directement vers moi, ignorant tout le monde dans la pièce. Il a tendu la main. « Veronica Hayes » a-t-il dit, sa poignée de main ferme et ses yeux pleins de respect. C'était la démonstration technique la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Pas pour le code, qui est clairement brillant, mais pour le déploiement de la vérité comme une fonctionnalité. J'ai une dernière question pour vous, si cela ne vous dérange pas. J'étais encore sous le choc, mais j'ai réussi à hocher la tête. La question que j'ai posée tout à l'heure, a-t-il dit, sa voix s'abaissant légèrement, sur le protocole de sérialisation des données et le goulot d'étranglement de la latence. Quelle est la vraie réponse? Et ainsi, pendant les 15 minutes suivantes, debout devant mon registre de vérité, j'ai expliqué au capital risqueur le plus puissant de notre industrie les parties les plus profondes et les plus complexes de mon système. Je n'ai pas utilisé de diapositives ni de script. J'ai juste parlé, dessinant des diagrammes sur le tableau blanc virtuel, expliquant les compromis que j'avais faits, les problèmes que j'avais résolus et l'évolutivité future que j'avais intégrée dans l'architecture. Je ne vendais rien. Je partageais simplement mon travail, ma passion. C'était comme si un barrage se rompait, toute la connaissance et l'expertise que Marcus avait essayé de supprimer et de voler coulaient maintenant librement. Quand j'ai eu fini, M. Sterling a simplement hoché la tête. « Exactement comme je l'espérais », a-t-il dit. « Une solution vraiment élégante. » Les cadres sont finalement revenus dans la salle, le visage sombre. M. Harris a évité de me regarder. Il a annoncé que M. Thorne ne faisait plus partie de l'entreprise et qu'ils aimeraient reprogrammer le reste de la présentation. M. Sterling a levé la main. « Ce ne sera pas nécessaire, M. Harris », a-t-il dit froidement. « Nous avons vu tout ce que nous avions besoin de voir. Nous vous contacterons avec nos conditions. » La réunion était terminée. L'équipe de Sterling Kane a remballé ses affaires et est partie. Alors que M. Sterling sortait, il s'est arrêté à la porte et s'est retourné vers moi. Il m'a fait un signe de tête net
Et un clin d'œil. C'était un signal clair. La partie était gagnée. Les retombées au sein d'Innovatech ont été rapides et décisives. Marcus a été, bien sûr, licencié pour faute grave avant même de regagner son bureau. Son règne de terreur était terminé. Le PDG, M. Harris, a été profondément humilié. Le conseil d'administration, poussé par un Dr Thorne furieux, a lancé une enquête interne sur la culture de la tromperie qui avait pu s'installer sous sa direction. Il a été dépouillé d'une grande partie de son contrôle opérationnel. Mais le vrai changement est venu une semaine plus tard, sous la forme d'une lettre d'intention de Sterling Cain. Leur offre de mener le tour de financement de série C était généreuse, plus que ce que l'entreprise avait même espéré. Mais elle était assortie d'un ensemble de conditions non négociables. Il y en avait plusieurs, mais la première, et la plus importante, était énoncée en gras, un texte incontournable. L'investissement est conditionné à la promotion immédiate de Veronica Hayes au poste de directrice de la technologie, avec une autonomie totale sur les divisions d'ingénierie et de produits d'Innovatech. J'étais assise à mon bureau, essayant de digérer les événements de la semaine passée, quand M. Harris et le Dr Thorne m'ont demandé de les rejoindre dans la salle de conférence principale, la scène même de mon triomphe. La lettre d'offre de Sterling Cain reposait sur la table en acajou poli. M. Harris avait l'air mal à l'aise, humilié. Le Dr Thorne, en revanche, était radieuse. « Il semble, Véronica. » Comment ça ? Harris, en s'éclaircissant la gorge, que nos investisseurs ont une très haute opinion de vos capacités. Tout comme nous, bien sûr. Nous serions honorés si vous acceptiez le poste de directrice de la technologie. J'ai regardé la lettre, puis le Dr Thorne. Elle m'a fait ce même signe de tête subtil qu'elle m'avait fait avant la présentation. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi, c'était un mandat. C'était la justification ultime. C'était la chance non seulement de récupérer mon propre travail, mais aussi de reconstruire la culture d'entreprise que Marcus avait si ardemment tenté de détruire. J'ai accepté. Mon premier acte en tant que directrice de la technologie a été de promouvoir Liam. Je l'ai appelé dans mon nouveau bureau, celui qui appartenait autrefois à Marcus. J'avais déjà fait enlever toutes les affiches de motivation ostentatoire et égocentrique. Liam est entré nerveusement, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Liam, ai-je dit, je crée un nouveau rôle, directeur de l'ingénierie. Je veux que tu sois la première personne à détenir ce titre. Tu as montré plus d'intégrité et de loyauté au cours de l'année écoulée que je n'en ai vu chez la plupart des cadres supérieurs. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour m'aider à réparer cet endroit. » Le regard de choc, puis de joie pure sur son visage, fut l'un des moments les plus gratifiants de toute cette épreuve. Ensemble, nous avons entamé le processus de guérison d'Innovatech. Nous avons aplani la hiérarchie alambiquée que Marcus avait construite. Nous avons rétabli une culture de transparence, de méritocratie et de respect pour l'expertise technique. Nous avons organisé des assemblées générales où les ingénieurs pouvaient parler librement sans crainte de représailles politiques. Nous avons ramené l'attention de l'argumentaire de vente à la qualité du travail. Nous avons recommencé à construire de grandes choses. Ensemble, l'entreprise a prospéré. Avec les nouveaux financements et un objectif renouvelé, le projet Chimera est devenu la norme de l'industrie, encore plus réussi que je ne l'avais rêvé. Mon nom était sur les brevets. Mon visage était dans les articles sur l'incroyable redressement de l'entreprise. Je n'ai jamais cherché à être une héroïne ou une guerrière d'entreprise. J'étais juste une ingénieure qui aimait construire des choses. Mais j'ai appris que parfois, construire des choses ne suffit pas. Parfois, il faut protéger ce que l'on a construit de ceux qui préféraient le voler plutôt que de créer quoi que ce soit eux-mêmes. Mon histoire est devenue une légende discrète dans l'entreprise. Une mise en garde contre l'arrogance et un témoignage du pouvoir de la vérité. Le registre, mon arme secrète, est devenu une fonctionnalité officielle et permanente de notre processus de développement, un symbole de notre engagement à reconnaître et à récompenser le vrai travail. Je n'ai jamais su ce qui était arrivé à Marcus Thorne. J'imagine qu'il a rebondi quelque part ailleurs, dans une autre entreprise où il a pu tisser ses comptes et se frayer un chemin dans la hiérarchie pendant un certain temps. Mais je sais aussi que son genre de succès est toujours temporaire. C'est un château de cartes, construit sur une fondation de mensonges, et finalement, une rafale de vent, ou une seule ligne de code, le fera s'effondrer. Mon succès a été construit sur un terrain solide, sur des années de travail acharné, sur une fondation de vérité, et c'est une structure qui peut résister à n'importe quelle tempête. Avez-vous déjà dû vous battre pour obtenir le crédit de votre propre travail, ou vu celui de quelqu'un d'autre être volé ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, si vous avez trouvé cela inspirant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que l'intégrité, avec des preuves, est la stratégie ultime.